Bonjour à toutes et à tous. Et comme chaque début de semaine, je vous propose ce débrief de la veille que je vous propose chaque lundi à peu près. Donc, ce que j'appelle l'essentiel social media. Donc là, on en est déjà à l'épisode 36. Donc, si vous avez la curiosité de venir la consulter, logiquement, elle est en tweet épinglé. Donc, voilà, vous pouvez la consulter. Je ne sais plus combien de news j'ai mis cette semaine. Et en tout cas, je vais prendre un petit moment pour en discuter avec vous. Donc, voilà, s'il y a des personnes qui veulent rejoindre ce Spaces, peut-être, on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui écoutent. Eh bien, écoutez, vous êtes les bienvenus. J'en profite avant de commencer pour annoncer, je viens de créer aussi une communauté sur Twitter via la fonctionnalité communauté qui s'appelle l'essentiel social media. Donc, à présent, chaque semaine, cette veille, je la mettrai à disposition dans ce groupe. Donc, n'hésitez pas à venir le rejoindre. Vous pouvez retrouver sur mon fil Twitter, voilà, il y a un tweet qui vous annonce la création de ce groupe. Donc, eh bien, si vous êtes intéressé par ces thématiques-là et que vous avez envie d'échanger sur tout ça dans un groupe qui est thématisé autour de ce sujet, eh bien, n'hésitez pas à le rejoindre. Chaque semaine, je viendrai y déposer la veille que je vous propose, tout en l'associant bien évidemment à ce Twitter Spaces. Si on commence là pour cette semaine, donc, on commence avec les Reels qui arrivent sur Facebook, effectivement. Et ben, Facebook continue à agréger les formats qui viennent d'ailleurs. Donc, il y a déjà quelques années, je crois que ça fait plusieurs années, on avait les Stories qui étaient, voilà, qui étaient arrivés sur Facebook. Ben, désormais, place aux Reels. Donc, les Reels, c'est les formats qui sont apparus à peu près il y a 2 ans sur Instagram, concrètement pour venir prendre de l'audience à TikTok, hein. C'est à peu près un format similaire. Donc là, les voir arriver sur Facebook, est-ce que c'est étrange? Dans un sens, non, puisque Facebook tente quand même par-dessus tout de rajeunir son audience qui tend à vieillir. Et aussi, c'est une belle opportunité pour des marques notamment qui produisent des Reels, bah, de pouvoir encore plus les ventiler, les faire voir à des communautés qui sont en général quand même plus importantes sur Facebook qu'elles peuvent l'être sur Insta. D'accord, tout dépend les marques. Voilà, il y a des vraies possibilités. En tout cas, il va être possible de cross-poster un Reels sur Facebook et Instagram. Il y aura des nouvelles fonctionnalités pardon, qui vont être annoncées, parmi lesquelles donc, la fonctionnalité remix qui va consister à créer un Reels basé sur un autre, donc comme ça se fait sur TikTok et sur Insta. Voilà, il y aura des Reels aussi qui vont arriver jusqu'à 60 secondes. Donc l'arrivée des Reels sur Facebook, ça signifie clairement que le groupe Meta tente par tous les moyens de conserver et de faire venir les créateurs de contenu sur sa plateforme, parce que ça c'est un sujet que j'aborde quasiment chaque semaine, mais effectivement, on va dire la guerre, en tout cas la recherche d'un maximum de créateurs sur sa plateforme, c'est vraiment un impondérable pour chaque plateforme. Donc là, le fait de leur proposer une nouvelle plateforme quand même à une audience très très large pour diffuser, ça va permettre aussi de se dire, tiens, bah, peut-être par rapport à un TikTok, en tout cas, le fait que je puisse cross-poster sur Facebook va quand même me permettre d'accroître sensiblement mon audience. Et parallèlement, la dynamique du format Reel, c'est sa consommation massive par une population assez jeune. C'est un pari pour bah, ce qu'on disait, hein, la vieillissante Facebook qui vise à rajeunir son audience et à la faire réadhérer à Facebook. Parce que ça peut être aussi un vrai intérêt, c'est-à-dire celui de se dire qu'il y a une génération qui bah, finalement n'utilise pas Facebook au quotidien. Donc la faire venir par l'intermédiaire de la possibilité de partager ses Reels, ça peut peut-être l'amener à redécouvrir Facebook, à redécouvrir ses potentialités, ses formats, sa manière de faire. Et peut-être que ça peut ramener aussi une population qui avait complètement déserté la plateforme à venir réinvestir dessus. Donc il y a peut-être aussi un pari dans ce sens qui est tenté par Facebook, à voir comment ça va se passer dans les mois qui viennent. Et puis en termes d'outils publicitaires, bien évidemment, bah là, ça va encore donner une autre possibilité de commercialiser de l'espace, c'est-à-dire qu'il y aura l'espace des Reels, cette fois-ci Facebook, qu'on va pouvoir commercialiser, qu'on va pouvoir utiliser comme support de diffusion de nos messages. Donc là encore, ça va permettre de décupler les sources d'investissement. Donc pour Facebook, c'est jamais problématique ce genre de choses. On quitte Facebook, on va sur Twitch rapidement qui instaure pour la première fois une rémunération fixe. Donc ça, c'est un vrai changement de paradigme parce que jusqu'à présent, bah, les gens qui streamaient, qui diffusaient sur Internet avaient des revenus qui étaient quand même assez fluctuants en fonction de l'audience qu'ils pouvaient générer sur leur contenu. Donc c'était toujours en gros une course à avoir des contenus toujours plus percutants, pertinents et fédérateurs. Là ici, on change un petit peu de mise, donc c'est-à-dire que on va pouvoir régler en gros quel volume de publicité on va vouloir diffuser au cœur de ces streams. Alors pour ça, il faut quand même avoir quelques spécificités, c'est-à-dire qu'il faut être quand même
un streamer avec un bon volume de diffusion et surtout on va pouvoir paramétrer le nombre de minutes de diffusion qu'on va vouloir installer par heure, ce qui va assurer en retour un retour concret, percevoir un montant fixe sur ces streams. Donc ça c'est assez intéressant. Là encore, toujours la même chose hein, par rapport aux créateurs, c'est-à-dire leur donner de la sécurité, au-delà de leur donner des fonctionnalités, et c'est vrai que toutes les plateformes se battent pour donner de plus en plus de fonctionnalités pour voilà, aider à créer les expériences les plus diverses et les plus personnalisées possibles. Là, c'est aussi assurer de la fiabilité, de la visibilité aussi à moyen terme. Et c'est vrai que pour certains streamers qui font quand même des bons investissements sur la plateforme pour s'équiper en matériel, en termes de montage vidéo, etc. Ça peut être aussi intéressant pour pérenniser un petit peu un projet de constitution de contenu en ligne. Donc voilà, assez intéressant de voir comment est-ce que Twitch a avancé là-dessus et prend pour le coup une longueur d'avance sur pas mal de ses petits camarades dans le domaine. On passe sur LinkedIn. LinkedIn qui annonce l'arrivée des LinkedIn Podcast Network. Alors, on sait que le son maintenant, c'est effectif sur LinkedIn. On a la possibilité d'en créer. On a du son sur plein de plateformes. Nous sommes sur Spaces sur Twitter, donc on en est le parfait exemple. Et ici, c'est LinkedIn qui lance donc c'est LinkedIn Podcast Network, une nouvelle offre audio composée de plusieurs podcasts dans lesquels le réseau social abordera plusieurs aspects du monde du travail. Donc, pour pouvoir les écouter, les utilisateurs devront s'abonner au profil des animateurs ainsi qu'à leur newsletter, où par ailleurs ces podcasts seront disponibles. Donc ça, c'est aussi assez intéressant, c'est-à-dire que dans leur stratégie, ça va permettre aussi de pousser ce format de newsletter, donc qui est revenu au goût du jour, donc sur les profils perso depuis quelques mois, sur les pages entreprises depuis quelques semaines seulement. Et donc ici, c'est un petit peu la combo, donc c'est-à-dire faut voilà, à la fois suivre le profil, à la fois s'abonner à la newsletter pour pouvoir arriver à ces contenus exclusifs. Donc c'est vrai qu'on se fait rapidement prendre dans un écosystème assez dense parce que entre suivre une personne, s'abonner à la newsletter pour écouter le podcast, effectivement, ça fait plusieurs points de contact qui peuvent être assez longs, hein, parce que lire une newsletter, ça prend du temps, surtout s'il est intéressant. Écouter un podcast, tout dépend de la longueur du podcast, et ensuite consulter un profil ou en tout cas ses publications. C'est voilà, ça fait rentrer dans tout un écosystème. En tout cas, ça va permettre aussi à des profils qui veulent travailler leur personal branding d'aller beaucoup plus loin là-dedans, c'est-à-dire de proposer des vraies expériences avec, on va dire, de la transmission d'expertise sur le long terme. Je trouve ça assez intéressant. En termes d'usagers, en plus, LinkedIn a la particularité de présenter des profils qui sont hautement qualifiés, qui vont voir dans ces productions de podcasts un nouveau moyen dynamique pour faire fructifier leur profil. Et on voit de toute façon les chiffres qui continuent d'exploser sur la consommation des podcasts qui reste exponentielle sur n'importe quel territoire et quasiment pour tous les usages. Donc ce qui est bien, c'est que LinkedIn a mis du temps à démarrer dans l'audio, mais quand ils démarrent, voilà, ils ont une offre qui est plutôt structurée, qui est assez pertinente. Et vraiment, compte tenu de la typologie des personnes qu'on trouve sur LinkedIn, je trouve qu'il y a une grosse pertinence à se lancer là-dedans et à voir les premiers résultats, mais en tout cas, ça paraît prometteur sur le papier. On passe sur Snapchat. Snapchat qui propose le partage de sa position. Donc cette fonctionnalité, ça va permettre de partager sa localisation en direct avec ses amis proches sur Snapchat. Donc il s'agit en fait d'un système qui est un tout petit peu différent de la traditionnelle SnapMap, puisqu'il va s'agir de partager là pour le coup en temps réel sa localisation. Alors, ça va se faire uniquement pour une personne, donc un ami et pas un groupe de personnes directement. Voilà, il n'y aura pas d'option pour envoyer les détails de sa localisation en temps réel simultanément à tous ses amis sur Snapchat. Ça, c'est un vrai écueil de sécurité qu'ils ont mis en place. Donc, c'est vrai que c'est une fonctionnalité, quand on y réfléchit 2 secondes, qui pourrait interroger tant elle paraît intrusive quant à ses déplacements quotidiens. Alors après, la plateforme se défend de tout ça puisqu'elle annonce de différents types de paramétrages, un accès restreint, donc comme je le disais, à une seule personne, la transparence quant à la visibilité de sa géolocalisation, c'est-à-dire que sur l'application, ça sera clairement indiqué qu'actuellement, sa géolocalisation est partagée avec une personne. Voilà, donc là, pour le coup, Snapchat joue vraiment le jeu de l'hyper personnalisation, puisque là c'est vraiment dans un rapport personnel avec quelqu'un, de pouvoir partager sa position personnelle, c'est-à-dire au travers de différents événements de sa vie, j'en sais rien, le passage d'un entretien d'embauche, d'un examen, etc. Pouvoir partager sa position en temps réel, c'est aussi envoyer en gros un message à cette personne en disant bon ça y est, j'y suis, j'ai besoin de tes encouragements, j'ai besoin en gros de créer une relation un petit peu de coaching. Et je crois aussi que ce partage en temps réel sera aussi circonscrit dans le temps.
crois qu'on ne pourra pas le partager de manière permanente. Ça sera vraiment par petites sessions. Donc là, en tout cas, à mon sens, ça identifie ce phénomène de l'hyper-personnalisation, de la relation hyper personnelle avec quelqu'un où on ne partage plus forcément une information pour être vue par le plus grand nombre. On partage surtout quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on veut partager avec une personne de manière exclusive pour pouvoir créer vraiment une relation et des interactions qui vont être à haute valeur ajoutée. Sur Clubhouse, donc là on reste un petit peu dans le domaine du sonore, on parle de Clubhouse, on n'en parle pas si souvent ici, donc là c'est tout simplement l'arrivée du chat textuel. Et oui, ça paraît assez fou puisque Clubhouse, le réseau du son, eh bien, se met à proposer un chat textuel. Donc ça c'est dans la dernière mise à jour en date. Voilà, donc c'est une fonction qui est accessible donc, dans les salons en direct. La fonction in-room chat s'apparente à une app de chat tout à fait classique, hormis bien sûr le fait que l'on peut toujours suivre en fond les conversations en audio. Donc c'est pratique. À la suite, il sera possible de relire les messages en replay une fois la session live terminée. Donc je trouve que ça c'est intéressant parce que ça va amener aussi un second degré de lecture, c'est-à-dire que plutôt de consultation. Au-delà du fait d'écouter, derrière lire, ça va permettre. C'est un petit peu des fois quand on suit des conversations en live, on écoute, on regarde ce qui est diffusé, mais à côté, les commentaires et les interactions sont aussi porteuses de beaucoup de sens. Donc là, je trouve que c'est un petit peu ça qui est en train de se mettre en place. Donc effectivement, Clubhouse continue d'exister. Alors c'est vrai qu'on l'a annoncé pour mort, mais en fait, Clubhouse est loin d'être mort. C'est juste simplement qu'il a une croissance qui est beaucoup moins forte que printemps 2020. En même temps, vu la croissance exponentielle qu'ils avaient eue à l'époque, ça paraît tout sauf étrange. Cet ajout d'un chat textuel adossé au replay des salons va ensuite permettre de densifier à la fois l'expérience et constitue peut-être une diversification à venir. On pourrait peut-être imaginer peut-être un jour partage de photos, peut-être dans les fils de discussion, etc. C'est pas impossible qu'on ait une vraie mutation de Clubhouse vers un réseau social beaucoup plus hybride que ce qu'il est actuellement. On repense tout simplement à Instagram. Instagram, il y a à peu près une dizaine d'années, c'était de la photo, exclusivement de la photo. Instagram photo, ça devient limite la minorité. Maintenant, c'est de la vidéo à fond la caisse, tous les formats de vidéo qui sont développés. Et on imagine aussi, on sait très bien que le son va arriver très rapidement sur Insta. On a eu les lives qui sont arrivés, etc. Et maintenant, plus personne se pose la question en se disant mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de vidéos sur Insta? C'est devenu naturel. Donc Clubhouse qui va aussi, on va dire, progressivement évoluer. Moi, ça me paraît pas étonnant et je trouve que ça, c'est un premier indice avec l'apparition de ce chat textuel. Rapidement, LinkedIn qui annonce aussi, alors ils annoncent deux choses. Ils annoncent à la fois peut-être un nouvel emoji de réaction qui serait plutôt orienté vers le sourire, le rire. Alors bon, c'est marrant parce que ça va apporter plus d'humeur sur la plateforme et surtout ça dénote aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a aussi une ouverture large, une assez large ouverture des profils qui sont présents sur LinkedIn. On se rend compte dans les discussions là qu'on lit depuis quelques semaines, quelques mois, que on n'est plus tout à fait sur la prospective, le monde de l'entreprise, etc. Sur l'innovation, on n'est plus tout à fait là-dedans. On est aussi sur un réseau social qui devient un peu généraliste, qui commence à être sur des débats de société. Donc, on voit de plus en plus de choses comme ça. On voit aussi la chasse aux fausses informations, parce que ça commence à pulluler aussi un petit peu sur LinkedIn. Donc là, le fait qu'on puisse arriver à avoir un emoji de réaction qui soit plus orienté vers de l'humeur pure, c'est-à-dire du rire, tout simplement, ça dénote aussi quelque chose, c'est-à-dire une ouverture à des profils bien au-delà des seuls profils professionnels. À voir si à un moment donné, toutes ces orientations-là vont pas commencer à faire fuir aussi la base de professionnels qui trouvaient dans LinkedIn un vrai lieu d'inspiration, un vrai lieu de concrétisation. Il y a peut-être aussi quelque chose à voir à ce niveau-là. Et parallèlement, logiquement, il devrait y avoir aussi une évolution de tout le volet statistique sur LinkedIn avec beaucoup plus de stats sur sa consultation, la consultation notamment de ses publications. Et on va savoir davantage. Alors là, actuellement, on a la localisation, le nom de l'entreprise et le poste, je crois. Et là, on va avoir davantage, on va avoir des stats qui vont être beaucoup plus fournis à ce niveau-là. Donc, ce qui va être aussi assez intéressant pour savoir si finalement on arrive à toucher ses prospects ou en tout cas on arrive à se faire entendre des personnes auxquelles on souhaite s'adresser.
Voilà, eh bien écoutez, pour ce débrief de l'Essentiel Social Media numéro 36, eh bien écoutez, c'est terminé. J'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine. Je vous rappelle que j'ai créé cette petite communauté Twitter à retrouver sur mon compte Twitter arobase Julien Bougeot, Bougeot Boujot. C'est une communauté qui s'appelle l'Essentiel Social Media, à partir de laquelle, dans laquelle, dès la semaine prochaine, je publierai cette veille. Donc n'hésitez pas à la rejoindre pour avoir cette veille dès qu'elle est publiée en général le lundi matin. Eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur les plateformes. Au revoir.